Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de décryptage audiovisuel et cinématographique. Ce soir, on va parler de 7e art et bien sûr de Hollywood. Est-ce que Hollywood sourit aux Algériens? Combien de réalisateurs algériens ont réussi à Hollywood? C'est la question qu'on se pose ce soir. Mais avant de commencer le débat avec notre expert Faisal Matawi et notre invité ce soir, Amin Qaïs, réalisateur et producteur algérien, on regarde ces deux bandes annonces de films algériens qui sont sortis aux États-Unis et on revient au débat. My mom died when I was 6 months old. All I know is that she passed away on September 11, 2001. Noor, let's go. I have a diamond like these. If you're interested, next week I'm going to bring 100. نوصي في حاجة لازم ترد بالك اللي ديما ما تلخمش غير إلا كنت سير لا مشتريتها صح هذا Vito's gonna find out about this, and he's gonna whack both of us. Vito! شحال داوي والله ولد Vito. Nobody can fuck with my business. He was clean shaven. All I know is Mike is an excellent cop. Listen, I got this case for you, but it ain't no fucking diamond. Something wrong, detective? No. كي تجيب دراهم نتركوه I asked him whether he killed them, and all he could say is that it was a men's affair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam, brother. Engineer, you're late. Yes, father, everything's fine. The apartment's clean. North Africa. You're a long way from home. Are you ready to face the path that lies ahead of you? A young man like you will love it over here. I hope so. Where'd you learn to fight like that? Just something I picked up here and there. Who are you? Her friend, Al. Al, I didn't think you had it in you, but you know what? I'm impressed. A man with a weight on his shoulders. I will be your teacher, and you will get your revenge. Prepare yourself. Make a move and you die. The Arab Revolution hasn't changed anything. The American and the whole Western world will soon see our true might. I can't do this. This wasn't part of the plan. Millions will die. Which side are you on? Assalamu alaikum, brother. We will kill as many of our enemies as possible. I love you! A bullet can kill a man, but nothing can kill an idea. Never doubt me, brother. Voilà, c'était deux bandes annonces de films qui parlent d'Algérie. Bien sûr, le premier, c'était le film de Amin Qaïs, Men's Affair ou Affaire d'homme, réalisé par le réalisateur algérien Amin Qaïs et interprété par un comédien algérien, et que le film a été tourné aux États-Unis. Et le deuxième, c'est le film de Algerian. C'est un film américain réalisé par Giovanni Zelko et qui est totalement américain, dont le thème est un ancien Algérien qui débarque à New York, et bien sûr, et qui essaie de commettre un attentat. Deux films, Faisal, qui ont une seule destination, New York, et qui ont une seule, thématique, un petit peu l'Algérie. Oui, l'Algérie, parce que c'est lié d'abord au terrorisme. Le film The Algerian de
Alors que c'est deux affaires différentes. Hein. Oui, l'un complètement était ancien différentes. flic en Algérie qui débarque aux États-Unis, l'autre c'est l'inverse. Oui, mais les affaires de Amin Qais, c'est un film qui est sorti en 2008, évoque effectivement cette question de la lutte contre le terrorisme, parce que vous savez, Salim, qu'à un moment donné, on avait refusé d'écouter la voix de l'Algérie lorsqu'elle prévenait contre les méfaits du radicalisme religieux, du terrorisme, des cellules qui se formaient ici et là. On n'avait pas pris au sérieux cela avant que le 11 septembre arrive en 2001, et on a vu aussi les effets dévastateurs de ce 11 septembre, notamment sur le monde musulman et arabe, l'entrée des troupes américaines en Afghanistan, la guerre en Irak, tout ce qui s'est passé en Syrie, au Yémen, etc., étaient les conséquences de ça. Bon, on pourra parler longtemps des aspects géostratégiques, mais disons que ce film de Men's Affair, Affaire d'homme, je pense que le film aurait pu avoir une place plus importante. Si ce n'était peut-être le fait que celui qui luttait contre le terrorisme était un arabe musulman. Et donc, dans les codes choisis par Hollywood, dans les cinémas de Hollywood, et en général, dans le cinéma occidental, d'abord, il faut un tête d'affiche, et il faudrait que celui qui lutte contre le terrorisme serait un Américain, blanc de préférence, noir par accessoirement, et pas forcément un musulman, parce qu'on a choisi de placer chacun dans une case. Évidemment, c'est du manichéisme, c'est une manière, c'est des stéréotypes par rapport au cinéma. D'ailleurs, le film de Giovanni Zelko, l'italo-slovène de New York, réalisateur du film The Algerian, qui est le premier film, son premier film en 2014, va dans le sens de ce stéréotype, parce que dans le film, c'est vrai qu'on voit le jeune Abdelwahab Ben Youssef, qui est un Algérien qui a plus ou moins réussi à Los Angeles. Qui était mannequin au départ, et puis acteur de théâtre, puis comédien à Hollywood. Comédien à Hollywood, il a commencé par le théâtre, qui a réussi parce qu'il fait des plaidoyers pour la tolérance religieuse, les discussions, bien qu'il a souffert après le 11 septembre, parce que vous savez qu'après le 11 septembre, il y a eu une vague de racisme anti-musulman qui a touché beaucoup d'artistes. C'est un comédien qui n'est pas connu ici en Algérie. Qui n'est pas très connu, oui. Ben Youssef n'est pas très connu. C'est vrai qu'il a fait son petit bonhomme de chemin, effectivement. Il a 44 ans. Et il a, dans ce film des Algériens, même le film algérien n'a pas, je ne pense pas qu'il a été montré en Algérie. Ce n'est pas un film qui a eu une grande réussite à l'international. Il a surtout tourné aux États-Unis, dans les festivals à Los Angeles, à New York, à Rhode Island, etc. Peut-être que la thématique n'était plus d'actualité en 2014, parce que le cinéma américain, vous le savez très bien, Salim, suit aussi des thématiques. Actuellement, on est en plein intelligence artificielle. Oui. En attendant que le cinéma américain ou le cinéma occidental s'intéresse aussi à d'autres drames humains comme cela, et le cas à Gaza, je l'éloigne sur le plan fiction, peut-être qu'il y aura des documentaires. Mais disons que l'Algérien à Hollywood n'est pas suffisamment présent, ni à Hollywood, ni dans d'autres lieux de fabrication du cinéma, notamment aux États-Unis. C'est lié, je ne sais pas, est-ce que c'est pour des raisons historiques, est-ce que c'est pour des raisons de langue? Maintenant, on a une génération quand même qui maîtrise l'anglais, parce que personnellement, et vous-même, Salim, vous avez vu dernièrement qu'il y a beaucoup de courts-métrages d'Algériens qui sont écrits, sous-titrés en anglais, le générique est en anglais, donc on est en train de s'adapter au langage du cinéma, parce qu'à l'international, le langage du cinéma, c'est l'anglais. Peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi qui font que le cinéma algérien ou les cinéastes algériens peinent encore à arriver à Hollywood. Amin Qais, qui connaît bien le cinéma américain parce qu'il est établi là-bas, il connaît aussi comment le film Men's Affair n'a pas vraiment aussi eu l'écho nécessaire dans les médias américains, bien que les États-Unis passent ces 20 dernières années, à évoquer la nécessité de lutter contre le terrorisme. Merci Faisal. On prend un tâche avec Amin Qais. Justement, on pose la question. Amin, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Oui, je suis toujours avec vous. Alors, Faisal Matawi disait que l'Algérien ne réussit pas à Hollywood ou ne réussit pas aux États-Unis. Vous êtes un exemple type de réussite d'un Algérien aux États-Unis. Alors, parlez-nous un petit peu de votre expérience et surtout l'accueil qui a été réservé à votre film lors de sa sortie. Alors, je vais bien l'expliquer. En fait, The Algerian et Affaire d'homme, ou la Men's Affair, c'est deux films qui sont diamétralement opposés. Oui, tout à fait. Oui. C'est des antithèses. Le mien parle d'un élément des services qui
s'est marié avec une Américaine et qui subit malheureusement les affres du terrorisme. Il perd sa femme. The Algerian, c'est l'Algérien qui va pour commettre un attentat. C'est l'inverse, oui, tout à fait. C'est deux approches différentes qui sont intéressantes. Ce qui est important, c'est que les sujets ne sont pas censurés, comme il y a le cinéma indépendant. Donc le cinéma indépendant a son importance puisqu'il existe depuis les années 60. Il y a Lupino, il y a Martin Scorsese, enfin tous les John Cassavetes, tout ce réseau new-yorkais avait controversé, si vous voulez, la machine hollywoodienne. Donc, est-ce que le film marche ou pas? Il y a bien sûr des critères. Il y a des critères de distribution. Les critères de distribution, ils sont clairs dans l'industrie. Vous prenez par exemple le festival de Sundance qui a été créé par Robert Redford et qui a encouragé depuis plus de 30 ans les initiatives personnelles, c'est-à-dire personnelles pour sortir du conglomérat hollywoodien et de la censure. Donc ce cinéma indépendant est devenu par la suite lucratif et a intéressé les studios. Puisque dans les années 60, fin 60, la machine s'arrête et commence à s'intéresser justement au cinéma libre et indépendant, ou le cinéma vérité. Donc, puisque en Europe aussi, il y a toute la génération donc des 68 arts, Truffaut, Jean-Pierre Melville, qui apportent eux aussi un renouveau dans le cinéma, dont par exemple Arthur Penn s'était inspiré pour faire Bonnie and Clyde. Et c'est à partir de là où il y a cette proximité dans les sujets intimistes ou relationnels par rapport à la relation femme-homme qui va un peu percer dans le système hollywoodien et qui va pouvoir permettre à des réalisateurs d'aller un peu plus loin que d'habitude. Donc, si vous voulez, moi, par rapport à mon film, on va dire succès ou pas, il a été vendu à Canal+. Ça a été quand même un label pour moi. Il a eu une vie d'une année. Donc les critères de distribution, ils sont très complexes. C'est-à-dire, on prend un film d'abord basé sur le scénario. Il faut que le scénario soit impeccable. Moi, je pense, sans vouloir... je pense que j'ai un peu raté l'histoire dans sa finalité. Donc je considère que je n'ai pas encore réussi à rentrer dans l'industrie. Je pense que pour The Algerian, je pense qu'elle doit être la même chose, mais les films sont là. À partir de ça, il y a une dynamique qui se crée, et bien sûr, il y a une crédibilité. On peut refaire, par exemple, Coppola, vous prenez l'exemple de Francis Ford Coppola, qui a fait quand même 8 films avant de faire Le Parrain. Donc 8 films avant de faire Le Parrain. Quand il a fait Le Parrain, et c'était un accident, on ne voulait pas de lui parce qu'il coûtait pas cher, c'était Arthur Penn qui devait le faire. Il y a là justement une dynamique qui existe. Il arrive à faire Le Parrain, non seulement à le faire, mais à racheter les droits. Et par la suite, il crée des tropes pour pouvoir controverser encore une fois Hollywood. Parce que Hollywood était une machine qui était puissante, qui pouvait décider du sort de scénaristes, de réalisateurs et d'acteurs même. Amine, Donc, Amine, je ne sais pas si tu m'écoutes. Alors, il y a une question sur laquelle insistait Faisal Matawi, c'était la tête d'affiche. Aujourd'hui, ces deux films ont, disons, une faiblesse ou un inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas une tête d'affiche connue à Hollywood pour réussir justement dans l'industrie américaine. C'est ça. Mais en même temps, comme je le disais, il a raison et pas du tout, parce que si, par exemple, si Sundance existe, Tribeca, Telluride, le Festival de New York, le Festival de Toronto, c'est justement pour révéler de nouvelles têtes. C'est justement pour révéler ce nouveau cinéma indépendant. Donc, il n'y a plus de critères à partir du moment où le scénario est bien fait et que les acteurs jouent bien. Et c'est comme ça qu'on découvre de nouvelles têtes. Et c'est comme ça qu'on a une industrie qui est en mouvement et qui est en mouvance. Donc, les têtes d'affiche, c'est vrai que ça compte. Par exemple, vous prenez l'exemple aux États-Unis, ce qui est bien, ce qui est favorable, c'est que si un acteur aime votre scénario, il accompagne le film. Il peut même accepter de ne pas être payé parce qu'il n'a plus rien à prouver. Si c'est quelqu'un qui a été oscarisé 3, 4, 5 fois, vous savez, à un moment donné, c'est pour l'amour du cinéma que les gens s'engagent. C'est pas uniquement pour l'argent. Donc, vous prenez l'exemple, je vous donne un exemple, Monster, avec Charlize Theron, c'était un film indépendant.
La réalisatrice n'avait pas d'argent, donc Charlize Theron a coproduit le film. Donc il y a des belles histoires comme ça qui naissent dans une dynamique justement à ce que les réalisateurs nouveaux, les jeunes ou des moins jeunes ou des plus âgés, même les plus âgés, parce qu'il n'y a pas d'âge dans le cinéma, peuvent à un moment donné être appréciés et être encouragés. Voilà, c'est le mot. Merci. Encouragés. Merci Amin Qaïs. Restez avec nous. On revient juste après cette courte pause pour la publicité. Merci. Alors, on parlait justement, Faisal Matawi, de tête d'affiche aujourd'hui. Pour réussir à Hollywood, est-ce qu'il est important d'avoir une tête d'affiche? On se souvient par exemple du film de Zakaria, le réalisateur algérien qui a fait Algérie pour toujours. Il a ramené Mike Tyson juste pour quelques minutes pour faire vendre son film. Oui, je pense que oui, les têtes d'affiche parfois sont importants. Ça dépend. Bon, si on est dans le cinéma d'auteur ou le cinéma commercial, ou le cinéma des blockbusters, le cinéma populaire, grand public, on a besoin d'être tête d'affiche. Ça dépend de l'orientation du film. Parce que tout à l'heure, Amin Qaïs parlait des films d'auteur. Quand il parlait de Sundance, ce n'est pas un film commercial. Sundance, oui, c'est pas une tendance commerciale à Sundance. Ce n'est pas une tendance commerciale. Bon, le cinéma indépendant, effectivement, il a produit beaucoup de nouvelles Mais il a raison. C'est une occasion de découvrir des talents et des nouvelles stars. Oui, c'est les festivals, normalement, servent à ça. Bien qu'il y ait maintenant une tendance où le cinéma commercial commence à dominer, comme on l'a vu dernièrement au Festival de Cannes, où c'est les blockbusters maintenant qui s'imposent au détriment du cinéma d'auteur, parce qu'on considère quelque part que le cinéma d'auteur peut ne pas intéresser le grand public, bien que le cinéma est toujours là. Et le cinéma indépendant, oui, il est important, surtout dans un pays où les États-Unis, parce que Hollywood, Amin l'a expliqué, Hollywood est dominé par des puissances d'argent, sans être dans les théories de complot. Il y a beaucoup de puissances d'argent et cela existe depuis les années 30. Ça a commencé vers les années 30. Ça a été même dénoncé à l'époque, etc., qui donne des orientations au cinéma mondial. C'est les studios qui gèrent les studios, qui choisissent des scénarios. Vous pouvez avoir un très excellent... choisissent aussi les acteurs. Les acteurs, qui imposent les acteurs, qui ne laissent pas la liberté pour le réalisateur de choisir dans le casting, de prendre des risques avec des jeunes talents. De prendre des risques, parce que ce qui intéresse le studio, c'est de gagner de l'argent, et ça ne marche pas à tous les coups. Vous pouvez ramener des têtes d'affiche quand le scénario est bancal, et c'est souvent le cas dans les films de grande audience, qui seront bien sûr précédés par des campagnes de publicité, par des campagnes de promotion, par des goodies, par un travail commercial qui pousse les gens à les voir. On a vu comment cela a eu lieu avec Barbie, et résultat, Barbie a eu beaucoup de succès. Et la réalisatrice de Barbie, qui elle-même est une grande défenseuse des cinémas indépendants aux États-Unis, maintenant elle est passée de l'autre côté de la barre pour le cinéma commercial. Résultat, elle a été choisie comme présidente du jury du Festival de Cannes. C'est vrai que elle a été récupérée par Cannes. Elle a été récupérée par le cinéma commercial. Donc, tant mieux si elle va faire des films qui vont plaire au public, parce que le cinéma, c'est aussi une réjouissance d'un divertissement. En réalité, sur le marché américain, le marché n'a pas de recette de succès. C'est-à-dire, un film, il peut aussi bien, très bien marcher avec peu de stars connues et exploser à l'écran. Et la même chose pour un film totalement indépendant, qui est plutôt avec des têtes d'affiche qui peut se casser la figure. La tête. Oui, parce que même dans la communauté médiatique aux États-Unis, l'Amérique du Nord en général, mis à part quelques rares exceptions, on a tendance à privilégier le cinéma commercial, à donner plus d'espace aux films comme Barbie ou Oppenheimer, qui ont eu d'ailleurs des prix aux Oscars, qu'aux films qui posent des véritables questions. Ce qui m'a plu, Faisal, j'ai écouté avec attention l'interview de George Lucas quand il a été invité dans une télévision française. Quand il a été un petit peu, on a rendu hommage au Festival de Cannes, le 50e prix. Voilà, il a pris de toute sa carrière au Festival de Cannes. Il a déclaré qu'il était en vacances avec Spielberg quand des amis l'ont appelé pour lui dire voilà, il y a Star Wars qui a remporté un grand succès. Parce il n'était même pas sûr que... Il ne s'attendait pas, oui. Il ne s'attendait pas que son film allait remporter un grand succès. Star Wars qui a été aussi accompagné par une grande campagne médiatique à l'époque. Pas tout de suite, plus tard. Oui, parce qu'il y a des films parfois qui commencent mal et qui sont suivis. Parce qu'il y a des critiques aussi ont tendance à orienter ou réorienter. Et on a même vu des films qui sont salués par les critiques au Festival de Toronto. Amin Qaïs parlait du Festival de Toronto, qui est quand même un festival important,
au Venise, au Berlin ou au Cannes, mais qui ne réussissent pas sur le plan populaire ou dans les salles. Donc c'est effectivement, ça dépend des variantes. Et il y a maintenant un conditionnement qui est imposé par les plateformes, parce qu'on a tendance à l'oublier. Les plateformes comme Netflix ou Apple Plus ou les autres sont en train d'imposer certains codes dans le cinéma, dans l'écriture du scénario, dans l'action qui doit être présente, dans certaines thématiques qui doivent être abordées. Dernièrement, personnellement, j'ai vu un film avec Jennifer Lopez qui vient au cinéma. Elle est en production pour le film Atlas. Atlas, ça parle de quoi? Ça parle de l'intelligence artificielle, comment la machine communique avec l'humain. Et cette thématique a tendance à revenir avec insistance au détriment d'autres sujets qui peuvent être plus intéressants. Parce que si vous faites un film où vous évoquez le réchauffement climatique ou les injustices qui sont imposées à certains pays du Sud, en Afrique, ou le pillage des richesses des Africains, ou l'armement des troupes rebelles, etc., ça risque de ne pas marcher. Ça, on va beaucoup mettre dans ce qu'on appelle le wokisme, parce que c'est devenu à la mode actuellement, notamment dans certains pays européens. Et donc, on préfère parler de l'IA, alors qu'en 2014, il y avait le film Ex Machina d'Alex Garland, celui qui a fait le film Civil War. On avait dit qu'on allait en parler, peut-être on parlera plus tard. Une thématique sur la guerre. Le film Ex Machina n'a pas marché à l'époque. Et ça parlait de l'intelligence artificielle qui peuvent s'autonomiser et menacer les humains. Il est revenu plus tard à la Dernièrement, Netflix a racheté le film, alors qu'il est sorti il y a 10 ans auparavant. Il y a 10 ans auparavant. Qu'on suit, parfois le cinéma mondial suit certaines tendances. Oui. On regarde justement, on parlait de notre thématique qui était l'Algérien peut-il réussir à Hollywood? On regarde une personne, une Algérienne, qui a réussi à Hollywood. On regarde la bande-annonce de son dernier film en 2024 et on revient au débat. How did you end up here? Work. What do you do? Retirement planning. You should smile more often. It suits you. I'm gonna live till I die. There's only two ways out of the killer's game, Joseph. You walk away clean, or you go out on your back. Joe, are you okay? Live until I die. I'm afraid I've got some bad news, Joe. It's terminal. How long do I have? Best case, 3 months. I don't want Maisie to see me bothered like that. The blues I lay low. What brings you to my door? I need a contract executed. Who do you want retired? Me. I've thought about doing this for years. You killed my father. This way, I kill you and get paid. $2 million for Joe Flood. Daddy's gotta go to work. Gets me wet. Whatever turns you on. Oh, I'll make them stay low. Oh, Flood, thank God. There's been a mistake. They switched your scan with another patient. You're not gonna die, but you might want to get your eyes checked. I'm gonna live. I'm canceling the contract. You think this changes anything? I'm calling in every hitter in Europe, you hear me? Yeah, well, you tell them to pack light. Because they won't fucking be staying long. What is going on, Joe? Maisie, I'm a hitman. What? You kill people? I'll take a chance. That's what an assassin is, yeah. Did he just hit me with a motorcycle? This is disrespectful. Before my numbers, I'm gonna fill my cup. Do you think I killed him? I hope so. Ain't no money worth this shit. I'm gonna live. Don't hate the player. Hate the game. I got you. Until I I'm gonna kill the fucking doctor, too. Have you had your eyes checked? Voilà, c'était la bande-annonce de Killer Game et c'était bien sûr Sofia Boutella. Sofia Boutella, c'est une enfant d'Algérie, née à Bab el Oued, fille du grand musicien Safi Boutella, et qui a réussi bien sûr à Hollywood, qui est devenue aujourd'hui une star planétaire. Amir Qais, vous êtes avec nous? Oui, je suis toujours Alors, avec vous. on parlait justement, l'Algérien peut-il réussir à Hollywood? On peut dire que l'exemple de Sofia Boutella en est un, justement. Comment Sofia Boutella a-t-elle réussi
à Los Angeles. Eh ben, écoutez, bon, elle a commencé Avec la danse, hein, bien sûr. Hein. Elle a été danseuse. très disciplinée. Elle a été coachée, elle a coaché, je pense, Madonna. Donc il y a eu beaucoup d'affinités, il y a eu beaucoup de support, hein, comme on dit en anglais. She was supporting by Madonna. Donc elle a été introduite et bien sûr, il a fallu qu'elle fasse ses preuves. Ça a été difficile au départ, elle avait des apparitions. Et par la suite, donc, elle a pu avoir le premier et le second rôle dans 3 ou 4 films, je pense, et une série. Bon, ça, c'est un exemple qui appartient à une seule personne qui a été très ambitieuse. Elle est très disciplinée, ça je le sais. Je la connais pas, mais je sais qu'elle travaille beaucoup. Et je pense que dans ce métier-là, il faut que les gens comprennent que il faut beaucoup travailler pour arriver là où les gens arrivent, hein, que ce soit à Hollywood ou ailleurs. Mais moi, ce que j'aimerais faire une petite parenthèse, parce qu'on est en train de parler du cinéma hollywoodien, des Algériens qui réussissent ailleurs. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je suis en train de travailler sur Nahla, je suis en train de revisiter le film, et pendant la période du cinéma indépendant, justement, aux États-Unis, il y avait un cinéma aussi indépendant ici en Algérie. Il y avait, comme par exemple, des productions comme Costa Gavras Z, bon, La bataille d'Alger, c'est un film national. Ensuite, il y avait Visconti qui avait tourné ici. Il y a eu pas mal de coproductions. Et Nahla, justement, a amené cette touche du cinéma indépendant produite par la RTA. Abdelrahman Rouaté et Ahmed Bejaoui avaient récupéré des réalisateurs qui venaient un peu de partout et leur avaient permis de faire des films. Tawfiq Fares, Iftisal, etc., etc. Youssef Chahine, entre autres. Hein. Comment? Youssef Chahine, entre autres. Youssef Chahine, oui, il avait été l'assistant de Youssef Chahine, mais il s'est passé un événement au Liban que j'explique dans le film documentaire. Donc, en cette même période, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'on soit en Afrique et dans le monde arabe, les premiers à impulser un cinéma indépendant, tout simplement, avec des sujets pointus et des sujets même sensibles. Par exemple, Costa Gavras, c'est carrément l'histoire d'un coup d'État qui est orchestré, etc. Donc, dans une Algérie post-indépendance intéressante, donc il y a eu des initiatives comme ça de l'État algérien qui a fait qu'il y a eu des films qui ont existé. Et ça, c'est très important à souligner aujourd'hui. Donc, en parallèle, avec toute cette génération de New York, il y avait aussi ce cinéma indépendant algérien qu'on a un peu oublié, parce qu'il y a des films qui restent encore intéressants, qu'il faudrait peut-être revoir cette année sur AL24 et faire carrément une émission là-dessus. Parce que justement, ça mérite le détour, quoi. Ça mérite vraiment le détour. Amine, justement, je reviens un petit peu aux stars algériennes qui réussissent à Hollywood. Nous avons également Tahar Rahim, nous avons Dalil Ben Salah. Ces Algériens qui démarrent soit de Paris, soit d'Alger pour réussir à Hollywood, c'est quand même un acquis pour la compétence et le talent des Algériens. Bien sûr. Par exemple, Tahar Rahim est quelqu'un de très particulier que j'aime beaucoup. C'est un acteur que je suis depuis quelques années. En principe, si tout va bien, il sera sur 1 ou 2 projets. Tahar Rahim a beaucoup de facultés. C'est un acteur hors pair. À partir Un prophète, je pense qu'il a fait ses preuves dans ce film-là. Ça a été très complexe, mais il a montré qu'il pouvait exceller. D'ailleurs, on le compare. On dit qu'après Omar Sharif, c'est lui. Parce que après Omar Sharif, Tahar Rahim est représenté aux États-Unis par Creative Agency. C'est vérifiable sur Internet. Tout à fait, Creative Agency est une des plus grandes compagnies de stars de cinéma, que ce soit producteur, directeur photo ou acteur. Donc Tahar Rahim a beaucoup d'avenir et il parle 5-6 langues. Donc, justement, Amine, oui. Quand on parle justement du marché américain du cinéma, il est quand même très difficile de pénétrer ce marché quand on est étranger, qu'on ne parle pas l'anglais et avec des thématiques assez spéciales. On a vu par exemple les seuls acteurs qui ont réussi à Hollywood, c'est des acteurs qui s'expriment bien en anglais. On a vu le cas Omar Sharif, mais également le cas du Marocain Saïd Tagmaoui, mais encore d'autres cas de comédiens venant d'Afrique ou bien du monde arabe pour travailler à Hollywood.
Alors, il y a un exemple, par exemple, il y a Banderas. Vous savez que Banderas ne parle Antonio pas du tout. Banderas, oui. Antonio Banderas a été recruté pour jouer dans un film politique qui s'intitule La Maison aux Esprits. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Et à partir de là, il a commencé à faire des efforts. Il a eu un coach et il a joué. C'est à partir de La Maison aux Esprits qu'il a été remarqué pour son talent. Pour les Arabes, il y a une petite discrimination qui est très subtile, qui existe depuis à peu près 20 ans, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs arabes qui souffrent. Mais les acteurs arabes nés aux États-Unis, ils n'ont pas réellement ce problème. Ils arrivent à s'affirmer. J'en connais pas des masses. Par exemple? Je me rappelle juste d'un nom ou deux, mais je les ai pas en tête là tout de suite. Je les retrouverai. Il y a des Arabes nés aux États-Unis qui ont percé dans le cinéma. Ils ont juste des noms, enfin ils ont des noms anglo-saxons. Ça c'est un choix, je ne sais pas s'ils sont de père ou de mère américaine, mais je sais qu'il y a des exemples. Il y en a 4 ou 5, à peu près 4, 5, 10 même, entre l'Angleterre et les États-Unis. Et il y a un comédien égyptien qui a joué le rôle justement de Eddie Mercury. Et il y a également des acteurs d'origine libanaise. Hein. Bien sûr. Tony Selhoub qui a joué notamment dans la série Monk. Il y a un gros producteur aussi, celui qui a propulsé justement Malek. Comment il s'appelle? Celui qui avait fait cette série là sur justement où Malek apparaît comme une sorte de hacker. J'ai oublié le nom de la série. Bon, ça me reviendra plus tard. Il y a des producteurs arabes qui sont américains. Comme Sleeper Cell a été coproduit. Sleeper Cell, qui est une série sur le terrorisme où Tagmaoui m'avait invité à aller sur le tournage en 2007. Il y a des producteurs afghans, il y a des producteurs pakistanais, il y a des producteurs moyen-orientaux, il y en a. Il y en a des producteurs indiens aussi. Hein. Indiens aussi, bien sûr. Ouais. Il y a une distribution indienne, parce qu'il y a une communauté. Maintenant, ils sont un peu plus de 40 millions aux États-Unis. Donc, ils ont des salles de cinéma qui concurrencent, on va dire, c'est même pas le mot, qui sont à proximité avec le cinéma américain. Quand il y a des films américains qui sortent, vous avez au moins 2 ou 3 films indiens qui sortent aussi. Alors, il y a un réalisateur, Amin, qui a réussi aux États-Unis. On peut dire qu'il a réussi aux États-Unis, puisqu'il a fait plus de 3 films aux États-Unis. Il en a distribué plusieurs de ses films là-bas. C'est Rachid Bouchareb. On regarde la bande-annonce d'un de ses films qui a été produit aux États-Unis, pas avec une major. Hein. Il fait des films indépendants, La Voix de l'ennemi, avec Forest Whitaker. Et on revient au débat. Voilà, c'était la bande-annonce de Enemy Way, ou La Voix de l'ennemi, réalisée par Rachid Bouchareb. C'était un film fait un petit peu aux États-Unis, produit et réalisé aux États-Unis. Ça reste le réalisateur algérien le plus coté sur la côte ouest, n'est-ce pas, Faisal? Oui, il a fait 2 films, Just Like a Woman, et également Enemy Way. Effectivement, Rachid Bouchareb a compris un autre film avec Omar Sy, je crois, et Biouna. Et Biouna, oui, c'est parce que une comédie, bien sûr. Les conditions de production peut-être sont moins pénibles qu'en France, parce qu'en France, il ne faut pas oublier que Rachid Bouchareb a été classé dans la liste noire, d'une certaine manière. Blacklisté après le film Hors la loi. Hors la loi, et donc depuis, il a des difficultés par rapport au financement, pour les tournages, etc. Et il fait des films qui peuvent agacer la bien-pensance en France, maintenant qu'il y a un esprit d'extrême droite qui s'impose. Même, c'est révélé par notamment la série Mr. Robot sur Netflix, où il joue le rôle d'un hacker. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup fait parler de lui, le film The Pacific, La guerre à la maison, etc. Il parle très bien anglais, il est né aux États-Unis. C'est vrai que, comme Amin a expliqué, les acteurs d'origine arabe et même... nés aux États-Unis ont plus de facilité. Plus de chance et de facilité. Et généralement, quand on vient de l'autre bord, que c'était le cas pour Abdullah Ben Youssef dans le film des Algériennes, Abdullah Ben Youssef est apparu à l'écran après les attentats du 11 septembre parce qu'on avait besoin
d'un acteur qui a les traits d'un Nord-Africain ou d'un Arabe pour jouer le rôle, évidemment choisi du terrorisme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Il n'y a pas que des critères techniques ou artistiques, il y a des critères d'idéologie, de choix, d'orientation. On aime bien mettre les acteurs qui viennent de certaines zones du monde, comme pour le cas des Indiens ou des Japonais ou des Asiatiques, des Russes également, dans certains cas, dans les choix scénaristiques dans les films. Amin Qaïs, on a vu bien sûr la bande-annonce du film de Rachid Bouchareb. Il reste aujourd'hui, à ce jour, hein, le réalisateur algérien le plus coté à Hollywood. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne sais pas. Vous savez comment on est coté. D'abord, il faut que ça sorte en salle. Ensuite... Amin, l'émission est à présent terminée. Bien sûr, merci. On a parlé disons, de l'avenir des Algériens à Hollywood. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a quand même du talent sur, justement, disons, la côte ouest, n'est-ce pas? Oui, avec le talent, on peut s'imposer. Sophia Boutella s'est imposée parce qu'elle vient du monde de la danse. Elle a joué dans des clips de Madonna, de Usher, etc. Ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. C'est tout un parcours. Merci Amin Qaïs d'avoir participé à toute l'équipe, Faisal Metaoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Amin. À bientôt. Restez branchés sur Al 24 News.